Bonjour à tous. Je vais commencer cette vidéo numéro 23 en mentionnant deux points d'actualité. Je n'ai pas ici l'ambition d'être exhaustif et de couvrir ici toute l'actualité qui peut avoir un lien avec la langue française et la francophonie. En fait, il s'agit de reprendre des nouvelles qui peuvent m'avoir été signalées par mon réseau de contacts ou que j'ai trouvé moi-même, quelquefois par hasard. En aucun cas, je ne veux reprendre les actualités publiées régulièrement par Impératif Français ou d'autres associations telles que Francophonie Avenir ou Avenir de la langue française. Toujours est-il que je mentionnerai dans cette vidéo le témoignage de Jean-Sébastien Jamard concernant le recul spectaculaire de l'usage du français dans les instances européennes. Jean-Sébastien Jamard est attaché juridique au ministère de la Justice belge. Il négocie des conventions internationales au Conseil de l'Europe et aux Nations Unies. Il est l'un des derniers à s'exprimer en français au Conseil de l'Europe. Je vous invite ici à faire un arrêt sur image pour lire cette dépêche en détail. C'est très édifiant. Le deuxième point d'actualité est un discours récent de Liz Truss qui prit la succession de Boris Johnson pour 1 mois et 19 jours avant de céder sa place de Premier ministre de la Grande-Bretagne à Rishi Sunak, son successeur. Comme on le voit à l'écran, elle recommande la fermeture immédiate de tous les instituts Confucius au Royaume-Uni, qui sont essentiellement des écoles de langue chinoise, tout comme c'est le cas du British Council pour la langue anglaise ou comme l'Alliance française l'est pour le français. Pour elle, il faut casser l'influence de la Chine à travers l'enseignement de sa langue et de sa culture, alors que le Royaume-Uni a exactement les mêmes dispositifs linguistico-culturels que la Chine avec son British Council. Cela n'est pas sans rappeler l'action des autorités ukrainiennes qui ont interdit sur les territoires de l'Ukraine l'usage de la langue russe par les russophones. Il est rare que cette guerre des langues, qui se passe généralement sous la surface, affiche des objectifs aussi ouvertement déclarés, et cela, à mon avis, méritait d'être mentionné. J'en reviens maintenant à la suite de la vidéo numéro 22. Claude Piron affirme que peu de gens ont vraiment conscience de ce que demande l'apprentissage d'une langue étrangère. Ceux qui n'ont jamais vécu ailleurs que dans leur propre pays et qui ne parlent que leur langue maternelle ont une tendance à attribuer aux difficultés d'élocution des travailleurs immigrés des capacités intellectuelles réduites et donc à les confiner dans des fonctions subalternes et inférieures. Croyant comme tout un chacun que la communication linguistique fonctionne bien, ou qu'en tout cas il n'y a rien à faire pour l'améliorer, nos décideurs, comme nos informateurs, évitent de se plonger dans l'étude du dossier. Ils ont peut-être autre chose à faire, mais le résultat de cette omission, c'est que leur information, comme celle de Monsieur Tout-le-Monde, comporte de graves lacunes. La perception de l'ensemble du problème est faussée parce que la plupart des intéressés ignorent leur propre ignorance. En effet, l'une des particularités de l'esprit humain est qu'il ne supporte pas les trous dans le tissu de ses connaissances. La nature a horreur du vide, dit le vieil adage. Ainsi en est-il de notre besoin de savoir. Les enfants, par exemple, peuvent donner l'impression d'être conscients de leur ignorance, puisqu'ils nous abreuvent de questions, tout au moins avant l'avènement d'Internet et des téléphones dits intelligents. Les adultes ne sont pas différents. Cela se remarque moins parce qu'ils savent bien des choses. Mais quand ils ne savent pas, ils remplacent leur ignorance par une opinion. Et ils ne distinguent pas très bien l'opinion de la connaissance, surtout quand il y a une décision à prendre. Dans le domaine des langues, c'est ce qui se passe dans 90% des cas. Il est très difficile de se faire une idée juste de ce qu'est une langue parce que c'est un phénomène beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît à première vue. Prenons par exemple cette phrase en chinois qui se prononce « 这条鱼不再进食了 », ce qui pourrait signifier ce poisson ne mange plus, mais aussi
Ce poisson, on ne peut plus le manger. Bien entendu, la bonne interprétation doit être faite suivant le contexte. Pourtant, les langues occidentales offrent aussi de très nombreuses ambiguïtés. Par exemple, Chinese cabbage soup, en anglais, signifie-t-il une soupe aux choux préparée selon une recette chinoise ou un potage à base de ce légume spécifique qu'est le chou chinois? Prenons encore un autre exemple anglais. He was sorting out food, ration and chewing gum. Ce qui peut signifier il triait des rations et du chewing gum, ou encore il triait dehors des rations de nourriture et en mastiquant la gencive. Là encore, l'ambiguïté ne peut être levée que par interprétation du contexte. Interpréter le contexte signifie le comprendre. Voilà pourquoi un interprète ou un traducteur doit comprendre avant de traduire. De toute évidence, celui qui demande à un traducteur ou un interprète « Ne cherchez pas à comprendre, contentez-vous de traduire ». Non seulement une telle personne ne comprend strictement rien à la traduction, mais n'a aucune connaissance approfondie d'une quelconque langue étrangère. Les quelques problèmes que je viens de décrire sont le pain quotidien des traducteurs professionnels. Je ne vais pas faire ici une présentation exhaustive des types d'ambiguïté que l'on peut rencontrer, mais même le français, qui a la réputation d'être clair, peut être terriblement ambigu. Le mot « important », par exemple, peut signifier « grand », mais aussi qui a des conséquences d'une grande portée. Le mot « affaire » peut désigner une entreprise, l'objet d'un débat judiciaire, une transaction ou un ensemble de faits. Là encore, comment traduire une affaire importante sans comprendre l'ensemble de l'exposé? Ce n'est pas tout. Comment traduire une métaphore ou une métonymie? Voilà donc une mini-liste des difficultés de traduction, mais cette liste n'est bien sûr pas exhaustive. 1. La polysémie, c'est-à-dire que le même mot a plusieurs sens. 2. Il existe un inventaire de plusieurs termes dans une langue B comme équivalent à un terme d'une langue A qu'il faut traduire. De cette liste, il faut tirer le bon mot suivant le contexte. 3. Problème des métaphores et des métonymies, dont je rappelle ici les définitions. 4. Le problème des exceptions que j'ai déjà évoqué et qui existent dans toutes les langues naturelles. Je reparlerai plus tard des systèmes de traduction automatique qui ont fait des progrès considérables, mais l'intermédiation par des machines n'est pas envisageable dans le cas des communications de haut niveau entre chefs d'État ou de gouvernement, ne partageant pas la même langue et qui doivent se faire comprendre par le truchement d'une paire d'interprètes qui sont également chargés de se contrôler mutuellement. Cela veut dire que si la traduction d'un interprète ne reflète pas fidèlement les propos de l'interlocuteur, l'autre interprète la corrigera de manière systématique. Saisir la nature du langage est plus difficile qu'il n'y paraît de prime abord. C'est pourquoi tant de gens se font de graves illusions, en particulier sur la possibilité réelle d'apprendre une langue étrangère. Dans son livre, Claude Piron raconte une anecdote intéressante. Il se trouve dans une librairie et surprend un dialogue entre le libraire et une cliente qui se pique d'apprendre le russe. Qu'est-ce que vous en pensez? Combien de temps faut-il pour chaque leçon? Demande cette charmante dame au libraire en lui tendant un livre qui s'intitule « Le russe en 90 leçons ». Le vendeur lui prend le livre des mains, le soupèse rapidement, l'entrouvre ici et là et répond le visage rayonnant de compétence. « Oh, il faut 1 heure ou 3/4 d'heure par leçon. Je vous conseille de faire une leçon par jour, si vous avez assez de temps. » La dame dispose de tout le temps voulu. Elle paye donc, enchantée, et repart en déclarant « Formidable, dans 3 mois, je saurai le russe », tout en décochant au caissier son sourire le plus radieux. Dira-t-on qu'il ne s'agit pas là d'opinion, mais d'une tromperie délibérée de la part d'un vendeur qui, sans le moindre scrupule, dit ce qu'il faut pour vendre un livre de plus? Peut-être, mais les idées de ce genre sont très répandues.
Claude Piron ajoute le commentaire suivant. « Pauvre petite dame, j'étais là dans le magasin, j'ai failli intervenir. Ai-je fait preuve de lâcheté ? Toujours est-il que je n'ai pas eu le cœur de dégonfler son enthousiasme. J'aurais sans doute dû lui expliquer mon cas. On me dit depuis l'enfance que je suis doué pour les langues. Et il est vrai que j'en ai appris un certain nombre. Du russe, j'ai commencé par en faire tout seul pendant 2 ans. Puis, durant mes premières études universitaires, j'en ai fait 4 ans à raison de 4 heures par semaine. Après cela, je me suis inscrit à ce qu'on appelait alors, à l'Université de Genève, l'école d'interprète, aujourd'hui école de traduction et d'interprétation. Là, 10 heures hebdomadaires de russe m'ont été dispensées pendant une année universitaire. J'ai ensuite travaillé dans un bureau de recherche où j'étais chargé de l'exploitation des sources soviétiques. Je lisais du russe toute la journée. Devenu traducteur à l'ONU, à New York, j'ai traduit des milliers de pages de cette langue. Comme j'étais également rédacteur de comptes rendus, j'ai entendu des centaines de discours ou d'interventions dans la langue de Pouchkine. Et après ces innombrables heures dont je n'ose pas faire le décompte, ce serait trop décourageant, quand l'idée me prend de lire dans le texte Solzhenitsyn ou la Pravda, il y a des passages entiers que je ne comprends pas. Le dictionnaire m'est indispensable. Claude Piron ajoute « Certains lecteurs penseront peut-être que je suis injuste avec moi-même, que j'ai la coquetterie de la fausse modestie, qu'après tout cela, le russe, je le comprends, je le connais certainement, mais non, j'ai une référence, le français. Je ne sais pas tout le français et il m'arrive de consulter le dictionnaire dans ma langue maternelle, mais il n'y a pas de comparaison. Quand je parle français, je ne fais pas plus de fautes que le francophone moyen. Le texte que j'écris maintenant, je n'aurai pas besoin de le faire relire pour qu'on en corrige la langue. Bien sûr, je le soumettrai à ma femme et à un ami peut-être qui me conseilleront de remplacer telle formule par telle autre, plus claire ou plus jolie. Mais il n'y aura pas de ces fautes grossières comme j'en fais en russe. Si, pour imiter les économistes, nous convenons que ma connaissance du français représente l'indice 100, je crois pouvoir dire honnêtement que ma connaissance du russe doit se situer aux environs de 65. Je n'ai en russe ni maîtrise, ni aisance, pas même passivement, sauf dans un nombre restreint de sujets dont le vocabulaire m'est familier. Puisque j'ai appris plusieurs langues, je peux donner d'autres exemples. Au niveau de l'apprentissage initial, j'ai fait plus d'anglais que de russe. Quand j'étais traducteur, j'en ai traduit plus que du russe. J'en ai entendu en séance peut-être 10 fois plus que du russe. J'ai vécu 5 ans aux États-Unis. J'y suis retourné à plusieurs reprises. J'ai même enseigné 2 fois dans le cadre des cours d'été de la San Francisco State University. Je lis autant d'anglais que de français, sinon plus. J'ai publié un certain nombre d'articles dans la langue de Shakespeare. Bref, ma familiarité avec l'anglais est telle que je devrais savoir cette langue, et je la connais jusqu'à un certain point. Par rapport à l'indice 100, mentionné tout à l'heure, je me placerai aux environs de 78, ce qui veut dire que je ne connais pas vraiment l'anglais. Claude Piron continue ainsi. Dans une discussion avec un anglo-saxon, je ne suis jamais à égalité avec mon partenaire. Si je dois exprimer une émotion ou me défendre, je durcis ce que je voulais dire ou je bégaye, comme je ne le fais pratiquement jamais en français. Il m'arrive aussi d'utiliser un langage trop vulgaire ou trop solennel qui ne correspond pas au message que je veux faire passer, au ton qui me paraît de mise et qui serait le mien si je parlais français. Dans ma langue, mes phrases s'organisent d'elles-mêmes, comme je le souhaite, pas en anglais. Certes, je ne prétends pas avoir en français le ton juste, la phrase qu'il faut dire, dans toutes les situations. Il m'arrive aussi, dans ma langue maternelle, d'être trop dur ou trop mou, de faire des fautes de grammaire ou de chercher mes mots. Mais cela ne se produit jamais par méconnaissance de la langue. Il s'agit toujours d'interférences de mon état affectif ou nerveux ou de la fatigue. En anglais, c'est tout différent. Les mots se dérobent parce qu'ils sont moins disponibles. Mon accent devient étranger, surtout si le sujet me tient à cœur.
parce que la nécessité d'exprimer quelque chose de vital n'a que faire d'une gymnastique de la bouche qui est un luxe en pareil cas. Ma grammaire devient incorrecte, tant je me concentre sur le contenu, sans qu'il reste d'énergie pour la forme. Ainsi, dans un moment où il serait capital d'avoir une maîtrise parfaite de l'instrument linguistique, je laisse tomber des nuances essentielles. Je fais des fautes qui font rire mon interlocuteur dans l'instant même où il faudrait que je l'impressionne, et ma prononciation me transforme en un personnage différent de celui que je suis, ridicule peut-être, quand il serait si important d'être pris au sérieux. J'ai dit tout à l'heure que j'avais publié un certain nombre de textes en anglais. C'était pour donner une idée de la quantité d'exercices que j'ai fait dans cette langue. Mais ce que je n'ai pas dit, c'est que jamais je n'ai pu publier un texte sans le faire relire par un anglo-saxon. Et il n'est jamais arrivé qu'il ne trouve pas 2 ou 3 corrections à faire par page. Faut-il en conclure que ceux qui m'ont attribué la bosse des langues ont fait une grossière erreur ? Que, somme toute, je ne dois pas être si doué que cela ? C'est possible, mais j'ai toujours aimé les langues. Je les ai apprises avec un immense plaisir. J'ai toujours été non seulement le premier de ma classe dans ces branches, mais sans conteste, l'élève le plus motivé. Or, les recherches faites sur la psychopédagogie des langues concluent avec une belle unanimité que le principal facteur favorisant l'acquisition d'une langue étrangère est la motivation de l'élève. Peut-être certains lecteurs diront que je suis perfectionniste, que mon ambition intellectuelle est démesurée. L'indice 78 est déjà enviable. Pourquoi ne pas m'en satisfaire ? Nous reviendrons tout à l'heure sur cette question fondamentale. Au stade actuel, nous pouvons nous contenter d'une réponse condensée. Si cela ne me suffit pas, c'est par souci d'équité, par esprit sportif. Une négociation est comme un match. Qui accepterait une partie d'échecs où l'un des joueurs pourrait exploiter les possibilités du jeu à 100% alors que son partenaire n'aurait le droit d'appliquer que 78% des règles jouant en sa faveur ? Dans un échange avec un interlocuteur anglo-saxon, pourquoi dois-je lui laisser X longueur d'avance ? S'il est moins habile que moi, je ne serais pas contre. Ce serait l'équivalent des handicaps prévus dans différents sports pour les joueurs les moins avancés. Mais s'il est déjà, indépendamment des questions de langue, plus fort que moi, n'est-ce pas un comble que j'ai à supporter en plus un handicap linguistique ? Qu'ont-ils de plus que nous, ces anglo-saxons, qui leur vaillent ce privilège dans tant de situations ? Le fait est qu'en anglais, je suis moins à l'aise qu'en français. Je ne le remarque pas toujours. Mais à la fin d'une journée où j'ai discuté tout le temps dans cette langue, je suis plus fatigué qu'au terme d'une journée comparable où j'ai parlé ma langue maternelle. Par ailleurs, le langage recèle un pouvoir qu'il ne faut pas sous-estimer. Claude Piron relate un incident dont il a été témoin dans la rue. Il y a eu un accrochage entre un vélomoteur et une voiture. Heureusement, cela se passe en ville. La voiture allait lentement et il n'y a pas de blessés. Le deux roues, qui n'avait pas respecté la priorité à droite, a abîmé la portière de la voiture. Quand la conductrice en sort, émue par l'incident, le jeune cyclomotoriste n'hésite pas 2 secondes. Elle n'a pas encore eu le temps de se ressaisir que déjà il l'abreuve d'injures. « Vous avez reçu votre permis de conduire à la kermesse dans un cornet surprise ? Regardez s'il vient quelqu'un, c'est trop vous demander ? On fauche les gens en pleine rue, comme ça, assassine !» Et il décampe devant l'attroupement, interloqué. Il a si bien manié le pouvoir de la parole qu'il a disparu sans que qui que ce soit ait relevé le numéro de sa plaque. Il était manifestement dans son tort, mais son assurance responsabilité civile ne pourra pas intervenir. La petite dame en sera pour ses frais, parce qu'il a su parler. Compte tenu de ces réalités, ne faudrait-il pas viser, dans tout échange entre êtres humains, ce qui va de soi dans les sports de compétition, mettre les partenaires sur un pied d'égalité. Le pouvoir du verbe est beaucoup trop important pour qu'il soit sain de donner à un peuple un avantage sur ce terrain-là. Toute relation humaine se structure. La relation non névrotique entre adultes est celle qui se structure sur le plan de l'égalité.
Il est rare de la trouver dans les relations entre personnes de langues différentes. Ici, l'un des partenaires est automatiquement placé dans la position du parent, de celui qui sait, de celui qui peut. L'autre dans celle de l'enfant, de celui qui ne réussit que moyennant un certain effort. Avoir de la peine à s'exprimer, chercher ses mots, faire des fautes, c'est jouer un rôle d'enfant, inférieur. Chez certains, la vanité intervient et il s'efforce de montrer à l'entourage qu'il est un enfant brillant, l'élève fort en langue. Ce ne sont pas les moins ridicules, quand bien même ils n'ont nulle idée de l'effet qu'ils produisent. Pouvoir utiliser sa langue maternelle dans une relation avec une personne d'autre origine, c'est assumer le rôle du parent. On sent tout au long de l'échange qu'on pourrait donner des leçons. Même si, comme il arrive souvent, les partenaires ne sont pas conscients de ces structurations, la relation entre inégaux linguistiques n'est pas une relation saine. On comprend maintenant pourquoi beaucoup de chefs d'État s'expriment dans leur langue quand ils ont des déclarations officielles à faire, bien que nombre d'entre eux connaissent une ou plusieurs langues étrangères. Une mauvaise expression dans une langue étrangère insuffisamment maîtrisée peut aisément déformer leurs pensées et les nuances introduites dans leur discours peuvent être facilement écrasées. La deuxième raison, c'est pour éviter de paraître faible d'esprit ou ridicule suite à une faute d'expression, plus particulièrement auprès d'auditeurs monolingues qui n'ont jamais fait l'effort d'apprendre une langue étrangère, comme c'est souvent le cas avec les anglo-saxons. Voyons à ce titre des extraits de discours en anglais prononcés par divers présidents ou ex-présidents de la République française. Leur vocabulaire, leurs erreurs grammaticales et syntaxiques confèrent aux personnages un sentiment d'incompétence, de nullité, d'inaptitude et d'impuissance. Ils apparaissent comme des faibles d'esprit aux oreilles des anglophones natifs monolingues. On se souvient de la gaffe bien involontaire d'Emmanuel Macron en visite officielle en Australie quand il évoqua la delicious wife du Premier ministre Turnbull. On peut voir ici un reportage sur la bourde de Macron sur le site d'un journal français et la réaction immédiate des médias locaux qui se moquèrent de manière presque indécente du président français. J'ai même trouvé sur Internet un petit florilège de déclarations prononcées en anglais par des présidents français. If you wish, I can try to say it in English. Please be silent. Do not disturb me. France has elected its president. She selected him after a very democratic and clear campaign. Je dis de toute la force de mon esprit et de mon cœur, Happy birthday, United States! Happy birthday, Miss Liberty! Qu'est-ce qu'il y a encore comme problème? Je commence à en avoir assez. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Then let them go and let them do. No, that's no problem. No, this is not a method. This is a provocation. I promise you, we'll succeed in Paris because we must obtain the results. We must do that because you are there and you wait for that the people, the world will act for you. And we want a success in Paris. Be proud of you because you can do what we want to do. Thank you. Make our planet great again. Thank you. Même la télévision française se moque quelquefois d'eux. Et pour le début, je vais m'adresser aux profs d'anglais qui nous regardent et autres anglophiles. Prenez-en de la graine. Repeat after me. This is a huge mistake. This is a huge mistake. This is a huge mistake. Vous avez like huge.
Pour en revenir à Emmanuel Macron, dont la diction en anglais est nettement supérieure à celle de ses prédécesseurs, il s'en tient à la lecture de son texte, qu'il regarde de manière presque continue. Merci beaucoup, monsieur le directeur. How can we not see that our challenges are the same? How can we not see that terrorism is not only a French or German problem? That the Paris Agreement on climate change is not an issue for Berlin too? That in a globalized world, necessary protections will not come from merely national policies, but from European firmness carried by our two countries. Son attitude est très différente de celle qu'il a en français, où il affiche une fluidité totale et un pouvoir persuasif certain. Je me souviens également des discours de René Lévesque lorsqu'il était interrogé en anglais par Barbara Frum sur la chaîne CTV dans les années 70. Bien que Lévesque parlât très bien anglais, on pouvait immédiatement se rendre compte que l'anglais n'était pas sa langue maternelle et que ses arguments perdaient de leur force dans cette langue. Il affichait d'ailleurs une certaine gêne lors de ses entretiens avec ses sourires embarrassés qui étaient aussi en décalage de phase avec son discours. On ne peut cependant adresser à ces hommes politiques le moindre reproche. Les langues étrangères ne sont pas leur apanage. Pour arriver au sommet de la hiérarchie politique, il faut en général militer pendant des années et surtout être présent, être vu, être en poste au sein du gouvernement. Et cela, sauf exception, n'est pas très compatible avec de longs séjours à l'étranger. Voilà pourquoi, dans des circonstances officielles, un chef d'État doit s'exprimer dans sa propre langue, afin de ne pas passer pour un imbécile et afin que ses propos ne soient pas déformés. Bien sûr, dans le cas des pays qui utilisent plusieurs langues officielles, un chef d'État se doit en principe de les connaître, mais cela est loin d'être toujours le cas, et surtout de les connaître à des niveaux équivalents d'expression. Parmi les idées fausses sur les langues, il faut donc relever l'idée inexacte que la manière de s'exprimer a peu d'importance. À ce propos, la fréquence de l'expression « se débrouiller » dans les conversations sur le sujet qui nous occupe mérite d'être soulignée. Avec l'anglais, nous dit-on, on se débrouille partout dans le monde. Il est curieux qu'on ne réfléchisse pas davantage à ce qu'implique ce terme. Celui qui ne fait que se débrouiller est comme un bricoleur face à un professionnel. Mieux vaut se débrouiller que rien du tout, c'est entendu. Mais si l'on peut faire mieux, pourquoi ne pas s'y mettre? Nous y reviendrons. Pour le moment, notons qu'à force de voir des titres comme l'anglais sans peine, l'espagnol en 3 mois, le russe est une langue facile, les gens se laissent tromper. La même distorsion de la réalité se retrouve dans des publicités comme pour savoir l'anglais, 3 mois à l'Institut, au cœur même de Londres, ou encore laquelle de ces 34 langues aimeriez-vous parler? Cochez la langue que vous voulez et parlez-la dans 3 mois. Parmi ces langues, le hindi, le japonais, le russe, le cantonais. Ces textes transmettent un message présenté comme tellement évident qu'il ôte à ses victimes toute envie de vérifier ce qu'il en est au juste. La plupart des gens en arrivent ainsi à croire que la maîtrise d'une langue étrangère est à portée de la main. Témoin cette demande formulée l'autre jour par une coiffeuse. Il faut que je sache l'anglais dans 2 mois. Qu'est-ce que vous me conseillez? On imagine qu'il suffit de s'y mettre. Or, c'est complètement faux. Mais le conditionnement est subtil. Avec l'aide des programmes linguaphones ou Assimil, vous apprenez à parler une langue étrangère, avec un excellent accent, en 12 semaines à peine. 1 demi-heure d'entraînement par jour suffit. C'est-à-dire moins de 90 heures en tout, pour les 34 langues dont les 2 phrases accrocheuses ont été citées avant. Cette formulation donne à penser qu'au bout de 90 heures, la personne aura une certaine aisance dans l'idiome en question. Une publicité parue dans un magazine britannique proclame le même message. You can be confident in French, Spanish, German,
Italian in 3.5 weeks. Vous pouvez vous sentir sûr de vous en français, espagnol, allemand ou italien en 3 semaines et demie. En fait, pour pouvoir se tirer d'affaire dans une langue étrangère, il faut savoir utiliser à peu près correctement un minimum de 3000 mots et en comprendre plus de 5000. On n'y arrivera en 100 heures que si l'on acquiert 30 mots par heure, soit un mot toutes les 2 minutes, chaque mot devant être définitivement ancré dans la mémoire pour que la connaissance soit opérationnelle. Aucun cerveau humain n'est capable d'une telle prouesse. Ce calcul suffit à démontrer le caractère malhonnête de ce type de publicité. Il est pourtant élémentaire au point d'être ridicule. D'une part, il ne tient compte ni de la phonétique, ni de la grammaire, ni des différences de champ sémantique, ni des expressions idiomatiques qui représentent une part considérable de ce qu'il faut savoir pour pouvoir utiliser une langue étrangère. D'autre part, il néglige le fait que pour pouvoir utiliser une langue, il faut avoir transformé les connaissances en réflexes, ce qui exige d'innombrables répétitions. Les manipulations psychologiques abondent dans le commerce des langues. Vous n'avez plus d'excuses si vous ne savez pas l'anglais, hurle une affiche en gros caractères ornant l'un des stands de Mundolingua, le salon des langues et des cultures. En clair, si vous ne savez pas l'anglais, vous êtes anormal. Dépêchez-vous d'acheter notre méthode pour rejoindre le camp des gens normaux. Certains visiteurs s'immobilisent quelques instants, hypnotisés par cette accusation. Les autres poursuivent leur déambulation. Mais tous sont venus pour regarder, et tous regardent. Qu'ils le veuillent ou non, le texte s'imprime dans leur psychisme, produisant l'effet de suggestion sur lequel se fonde toute publicité. Une manipulation de plus empêchera ainsi le public d'aborder avec sérieux les problèmes de communication linguistique. L'idée selon laquelle savoir l'anglais est la norme est présentée comme incontestable, avec son corollaire non explicité. Savoir l'anglais est possible. Si, malgré tout le matériel perfectionné qu'on vous offre, vous osez encore ne pas savoir cette langue, vous êtes indécrottable, digne de mépris. Vous êtes pire qu'anormal, vous êtes coupable, vous n'avez pas d'excuses. Voilà comment notre société manipule les psychismes. Elle touche des ressorts affectifs inconscients. On fait vibrer le chaland dans le fond de son être. On fait vibrer sa peur, tout à fait naturelle, d'être différent, coupable, exclu. La peur inhibe la mise en doute à laquelle le ton autoritaire de la formule ne laisse de toute façon guère de place. Ce que vous pourriez dire pour votre défense est d'avance écarté. Vous n'avez plus d'excuses. Manipulé de la sorte, ramené à l'état d'enfant remis à sa place par la grande personne qui sait tout. Comment oserait-on se poser la question de savoir si la phrase en question a ou non quelque rapport avec la réalité ? Bien sûr, à elle seule, elle aurait peu d'effet, mais le même message est répété sur tous les tons. Il a le même effet qu'un virus dans un ordinateur. Il fausse le jeu normal des enchaînements logiques, de la réflexion. Il inocule ou renforce le virus babélique. La névrose collective consolide ainsi ses positions. Le syndrome de Babel se défend bien. Regardez autour de vous. Les personnes normales qui ont de la peine à utiliser une langue étrangère se mettent sur la défensive. Elles se sentent inférieures. Elles vivent comme un défaut, ce qui est la condition normale de l'être humain dans le monde tel qu'il est actuellement organisé. Écoutez-les dans les cas où un contact avec l'étranger leur fait sentir le décalage entre les deux interlocuteurs. « Excusez-moi, je parle très mal l'anglais » ou « Dites-lui de m'excuser, mais je n'ai réussi à apprendre aucune langue étrangère. » On s'excuse d'être normal, c'est un comble. Pourquoi ne serait-ce pas à l'autre de s'excuser ? De quel droit s'attend-il à ce qu'on parle sa langue, sauf si on est chez lui, bien entendu ? Le discours sur les langues à l'école véhicule lui aussi sa part de mythe. L'enseignement des langues, disait un ministre de l'Éducation, comprend l'accès à une culture et, pour les langues étrangères, à une civilisation.
c'est prendre ses désirs pour la réalité. Comment pourrait-on accéder à une culture ou à une civilisation alors qu'un pédagogue spécialiste de la matière nous dit, je cite, « Au niveau de la fin des études secondaires, un enfant sur 100 seulement parvient à s'exprimer correctement dans la langue étrangère. Quant à une deuxième langue, le résultat final, au plan de la culture et de l'élocution, dépasse rarement le niveau du balbutiement. » Opinion corroborée quelques années plus tard dans un rapport officiel. Je cite, « Nos élèves sont à 99% incapables de faire une phrase de leur cru, incapables de lire un article de journal, incapables de s'entretenir avec un camarade de leur âge dans sa langue. » Et Claude Piron ajoute que si ce type de citation paraît trop décalé par rapport à la réalité, il en donne une plus récente. L'anglais est plus prédominant que jamais parmi les langues étrangères étudiées dans les lycées et collèges. Surprise! Malgré les efforts entrepris, les performances des élèves ne sont pas meilleures aujourd'hui qu'au milieu des années 80. Depuis le milieu des années 80, les compétences des élèves n'ont guère progressé en anglais et en allemand. En anglais, collégiens et lycéens maîtrisent moins bien la conjugaison des verbes irréguliers, par exemple. Il y a un étrange décalage entre professeurs de langue d'une part, parents et élèves d'autre part. Les professeurs savent pertinemment que les élèves n'atteindront qu'un niveau médiocre. Mais parents et élèves s'imaginent qu'on les mène à une véritable connaissance de la langue étudiée. Par ailleurs, les assertions des ministres successifs sur l'aspect culturel de l'enseignement des langues sont encore plus étonnantes si l'on considère les choix des élèves, c'est-à-dire des parents dans la plupart des cas. Si ce sont des considérations d'ordre culturel qui régissent l'enseignement des langues, comment expliquer leur répartition ? En France, 97% ont choisi l'anglais en 2010, contre 82% 15 ans plus tôt. La culture anglo-saxonne présente-t-elle un intérêt supérieur aux autres dans une telle proportion ? Son intérêt a-t-il progressé à ce point en une décennie ? Il n'y a pas parallélisme entre la place respective des cultures dans la civilisation humaine et leur place dans l'enseignement des langues. La vérité est que si l'anglais est si souvent enseigné, c'est parce que les parents le demandent. Et ils ne le demandent pas par attachement à la culture anglo-saxonne, ils le demandent parce qu'ils veulent doter leur enfant d'un moyen de réussir dans la vie et qu'on leur a mis dans la tête que l'anglais augmentera leurs chances d'atteindre ce but. L'accès à une culture ou à une civilisation étrangère ne se produit pratiquement qu'au niveau universitaire, surtout pour le petit nombre de jeunes qui font des études de lettres. Les idées que la population se fait sur l'enseignement des langues et celles que les ministères proclament quant à la culture sont des mythes, elles aussi. Prendre ses désirs pour des réalités est un phénomène courant dans le domaine que nous étudions. Alain est très doué pour les langues, il travaille beaucoup son allemand. 3 semaines en Allemagne et il le parlera couramment, disent par exemple les parents. Le gosse entend cela, il n'a aucune raison de douter de la parole de son père ou de sa mère. Quand il revient d'Allemagne, il a beaucoup appris, c'est vrai, mais il est déçu. Il se sait bien loin du niveau qu'on lui avait laissé miroiter. Il nous est difficile de situer de façon réaliste notre compétence en langue. L'être humain répugne à découvrir qu'il se trouve en dessous du niveau souhaité. Aussi se débrouille-t-il remarquablement bien pour ne pas percevoir ses infériorités. En outre, les anglo-saxons, plus particulièrement, sont très malins. Ayant compris qu'ils avaient tout à gagner à ce que l'on parle leur langue, ils manifestent la plus grande tolérance pour la manière dont les étrangers la massacrent. Le calcul rejoignant la politesse, ils n'hésiteront pas à vous dire « Vous parlez l'anglais parfaitement ». L'intéressé se rengorge, ravi d'être inclus dans le club de l'élite. Mais non, vous exagérez. Cela n'est qu'un petit jeu qu'imposent les convenances. Il faut avoir l'air modeste, pardi. Mais ils ne doutent pas un instant qu'ils ont dit, à peu de choses près, la vérité sur son compte. Regarder en face que leurs affirmations font également partie du rite, ce serait désagréable. Les compliments sont trop rares pour qu'on ne jouisse pas pleinement de ceux qui se présentent à l'occasion.
Bien des personnes qui se voient complimentées de la sorte se situent environ au niveau 35 ou 40 par rapport à l'indice 100, qui correspond à la maîtrise de l'anglais par l'anglophone natif moyen. Bien sûr, les États-Uniens et surtout les Britanniques, qui passent ainsi de la pommade à leurs interlocuteurs, ne mentent pas totalement. Par rapport à 80% des étrangers qui essaient de se débrouiller en anglais et qui se situent au niveau 10 ou 15, ils sont nettement au-dessus. Mais on peut très bien s'imaginer parler anglais de façon quasiment parfaite et n'avoir aucune idée des impairs que l'on commet, des nuances qu'on laisse tomber, du caractère bizarre de la manière dont on s'exprime, des malentendus que l'on provoque, ou du fait qu'on comprend de travers ce qui nous est dit. Un minimum de recherche permet de constater qu'un pourcentage élevé de personnes qui croient sincèrement n'avoir aucun problème en anglais sont incapables de saisir le sens réel d'expressions comme « the wish that might make right » ou Being an English major, I was prepared for tragedy ». Dans la première, elles perçoivent quelque chose comme le désir qui pourrait donner raison, alors que cela veut dire le désir que la loi du plus fort s'applique, le souhait que la raison du plus fort soit toujours la meilleure. Littéralement, le désir que la puissance crée le droit, ou redéfinisse qui a raison. Might est ici un substantif, signifiant puissance. Make, un subjonctif. Dans la seconde phrase, elles comprennent, étant major dans l'armée anglaise, j'étais préparé aux tragédies. Alors que cela signifie ma spécialisation principale lorsque j'ai fait mes études étant l'anglais, etc., etc. Bien des personnes persuadées de savoir parfaitement l'anglais ignorent qu'un Soviet expert est beaucoup plus souvent un spécialiste, américain ou européen, un spécialiste de l'Union soviétique, un soviétologue en quelque sorte, et non un expert soviétique. L'inconscience de l'erreur ne supprime pas l'erreur, malheureusement. Le décalage entre l'impression subjective de posséder une langue et la réalité est apparu avec netteté lors d'une enquête menée dans 6 pays d'Europe occidentale. En France, 20% des personnes interrogées se sont classées dans la catégorie « c'est parfaitement l'anglais ». Le contrôle a révélé que seuls 3% pouvaient prétendre à une bonne connaissance de cette langue. Voilà pour cette vidéo. J'ai voulu ici présenter le point de vue d'un véritable professionnel des langues pour remettre quelques réalités à leur place. Dans la prochaine vidéo, Claude Piron nous donnera l'explication du fait que les mythes occupent une place considérable dans les idées relatives aux langues. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la rediffuser et à la partager avec vos amis et collègues de travail. Avant toute chose, nous devons gagner la bataille des idées auprès des gens éveillés et sensibilisés aux problèmes et après, auprès des gens qui ont le pouvoir de changer les choses après leur avoir démontré qu'ils agissent actuellement contre leurs intérêts directs. Dans le but de nous asservir, des intérêts puissants ont pris pour cible notre langue, afin de la dénaturer dans un premier temps et de la détruire comme ciment de notre volonté de vivre ensemble. Il faut prendre conscience des facteurs qui ont fait reculer de manière spectaculaire l'influence qui s'exerçait par le biais de la langue française dans tous les domaines avant la Seconde Guerre mondiale. Il nous faut comprendre pourquoi les peuples francophones occidentaux sont sous occupation mentale et qu'il leur est difficile de se dépêtrer du carcan imposé par des institutions sur lesquelles ils n'ont presque plus d'influence. Dans le cadre d'un effort de reconquête, il nous faut comprendre ce qui se passe. En devenant membre d'Impératif Français, vous franchirez une étape dans la bonne direction. Pensez à faire une donation à cet organisme dont le but est d'affirmer la francophonie québécoise et internationale et de combattre l'impérialisme linguistique anglo-saxon avec toutes ses conséquences funestes sur l'épanouissement et la créativité des peuples francophones. Bonne fin de journée à tous.